Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la 5e séance webcast 2021 de la communauté Cisco en français. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de ce webinaire. Alors, je veux donner la bienvenue à Alain Faure. Merci Alain d'être ici avec nous pour nous présenter cette nouvelle émission Community Live dédiée à la sécurité et à la collaboration avec le sujet télétravail, collaboration et intégration RAVPN. Afin de gagner un peu de temps, et puisque notre présentation est un peu longue, nous allons rentrer directement dans le sujet. Au nom de toute l'équipe, nous remercions votre présence et nous vous accueillons avec un grand plaisir. Je vous présente Alain Faure. Alain Faure est chef de projet chez Infrastructure Informatique en Belgique. Avec plus de 30 ans d'expérience, il s'est spécialisé dans les réseaux, le Wi-Fi, la sécurité, la collaboration et le data center. Tout au long de son parcours professionnel, Alain a géré des projets pouvant atteindre des dizaines de milliers d'utilisateurs pour des entreprises de taille internationale en Europe et en Asie. Pour télécharger la présentation en version PDF, Gabriella vous partagera le lien sur le panneau du chat et cette présentation est disponible de façon permanente dans la communauté si vous cherchez l'événement sur la liste d'événements de sécurité. Et finalement, quelques dernières informations. Ce webcast aura une durée d'environ 1h30. S'il vous plaît, postez vos questions techniques sur le panneau de Q&R ou questions et réponses. Tout au long de la séance, nous allons lancer 5 polling questions sur le panneau de sondage où vous verrez les réponses qui sont au choix. Alors, veuillez participer avant que la fenêtre ne se ferme. Nous allons vous laisser environ 1 minute et demie pour recueillir vos réponses. Et bien sûr, on attend votre participation. Et à la fin, nous aurons aussi une petite enquête après que tout est terminé qui s'affichera sur votre fenêtre de navigateur. Alors, vous pourrez qualifier l'événement, partager vos critiques et vos appréciations vis-à-vis de notre expert et vous pourrez aussi proposer des nouveaux sujets. Alors, sachez que la confirmation de l'équipe de SD Access est toujours en attente pour un de nos prochains webcasts. Alors, mis à part SD Access, si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, vous pourrez aussi soumettre des autres sujets sur cette enquête. Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de VPN avec Laza et puis plus particulièrement de AnyConnect. Et aussi, donc, comment on va utiliser ce VPN, comment on va les configurer surtout dans le cadre de la collaboration, donc essentiellement de téléphonie sur IP. Il y a 5 chapitres: la présentation, l'architecture de manière générale, la mise en œuvre d'une infrastructure sur l'ASA de manière exemplaire, et puis aussi AnyConnect. On va voir une configuration d'AnyConnect avec Linux, et ensuite différents types d'architecture autour de la téléphonie sur IP et le VPN, donc l'aspect collaboration. Alors, le télétravail, l'accès à distance est devenu quelque chose de très important durant cette année, durant l'année 2020 et probablement les années qui vont suivre. Le VPN, ça devient vraiment le support de communication, le backbone de l'informatique de l'entreprise. Chez Cisco, il existe plusieurs types de VPN, dont IPsec VPN, Site-to-Site VPN, AnyConnect VPN et Clientless, le VPN qu'on peut avoir à travers une fenêtre web. AnyConnect VPN, c'est celui qu'on va voir plus particulièrement. Vous voyez un peu là, sur le schéma le petit signe qui représente AnyConnect qu'on trouve partout.
Alors, le concentrateur de VPN Cisco peut être soit un routeur avec un iOS, soit un firewall avec ASA. Donc, je vais vous proposer une vision globale et puis une plongée dans les détails techniques de la mise en œuvre. Il y aura beaucoup de configurations, hein, ASA, iOS, UCM, et puis aussi des documents de référence. Les normes. Alors, en termes de VPN, vous avez beaucoup de normes. Bon, il y en a un certain nombre que je vous donne comme ça, mais c'est un peu comme la pelote de laine que vous allez dérouler, hein. Vous commencez par celle-là, puis vous allez voir les autres. Donc, tout ce qui est I3E, 802.x, 802.AE. Et puis, vous pouvez voir aussi sur Wikipédia la page en français de IPsec, il y a plein de RFC, et c'est intéressant de lire les principales en tout cas. Alors, donc le firewall comme un fromage avec des trous qui laissent passer l'information intéressante. Donc les documents de référence que j'ai utilisés pour faire cette présentation et qu'il est bien d'avoir à l'idée, à l'esprit, donc c'est AnyConnect Implementation and Performance Scaling Reference Guide for COVID-19. Donc c'est vraiment adapté en fait au fait d'élargir et de mettre beaucoup plus d'utilisateurs sur des concentrateurs VPN que d'habitude. Donc c'est important à lire. Remote Access VPN Design Guide, ça tourne autour de l'ASA. Donc ça c'est important à lire. Il faut savoir que l'ASA, pour ceux qui connaissent pas très bien Cisco, ça vient de Adaptative Security Appliance, historiquement donc le firewall de base. Alors, pour la partie collaboration, j'ai utilisé aussi un document, et c'est bien de le lire, qui s'appelle Voice and Video Enabled V3PN, et il est très ancien, il date de 2004, mais on y trouve quand même des choses intéressantes. L'architecture. Donc, dans l'architecture, on va regarder des choses très simples, hein, parce que on peut mettre beaucoup de choses autour du VPN, mais là, on va se concentrer sur la configuration, donc les VPN de base, sur les routeurs ou sur des appliances de sécurité. Là, vous avez un exemple d'architecture bon, assez classique, hein, donc AnyConnect VPN avec le firewall à l'entrée du réseau de l'entreprise. Il faut savoir que pour le concentrateur VPN, vous avez le choix entre, enfin, sur un NASA, vous avez deux grandes possibilités d'installation. Vous avez une base matérielle et vous pouvez installer soit un ASA Software avec Firepower Service, soit Firepower, soit Défense. Et nous, on va se concentrer sur la partie ASA. Le choix du matériel. Donc le choix du matériel, là aussi c'est très important parce que ça va déterminer le nombre de connexions simultanées. Donc ça dépend en télétravail, combien de personnes vont vouloir se connecter en même temps. Donc vous voyez, on part de 75 sessions jusqu'à 2500. Là, vous pouvez voir, je vous ai donné un guide qui vous permet de voir, selon vos besoins, en fait, de pouvoir choisir le type de hardware que vous pouvez installer. Alors, il est préférable d'avoir deux ASA, un ASA nominal et un ASA secours, qui vont échanger de l'information rapidement. Et il faut qu'ils soient séparés au maximum par 10 millisecondes RTT. Donc, ça veut dire, en grosso modo, une couche de Ethernet, hein, ça peut être soit de la fibre, soit du cuivre, euh, de manière à ce que toutes les informations soient vraiment complètement échangées quand une bascule va se faire, alors qu'il y en a un qui tombe en panne. Les types de licences. Alors, il y a trois types de licences AnyConnect. Il y a AnyConnect Plus, AnyConnect Apex qui contient toutes les fonctionnalités de AnyConnect Plus. Et puis, vous avez AnyConnect VPN Only. Donc là aussi, voir Cisco AnyConnect During Guide, vous allez vraiment avoir toutes les fonctionnalités. Elles sont nombreuses. Un show version sur l'ASA va vous donner l'état des licences. Donc ça, je vous ai mis un petit affichage comme ça. Peut-être ça change selon les versions. Les trois types de protocoles utilisés.
Donc, vous avez classiquement TLS, Transport Security Layer, et le meilleur choix étant TLS 1.2 pour le SSL VPN. Vous allez devoir utiliser un protocole qui s'appelle DTLS, qui a un très faible temps de latence. En fait, c'est sur du DP, hein, donc vous n'avez pas le problème de vérification de chaque paquet qu'il y a avec TCP. C'est sur une implantation c'est un protocole Cisco à l'origine, RFC 6347. Et puis, un autre protocole que c'est intéressant de bien connaître à fond, c'est AEC-V2 qui va permettre de faire l'échange des clés. Globalement, c'est bien de pouvoir connaître tout le mécanisme en fait de certificats, création de certificats, euh, pour pouvoir mettre en place ce genre d'architecture. Le choix d'identification, donc ça peut être soit sur SAML, soit sur Radius, soit sur LDAP. Bon, euh, voilà. Le choix de la robustesse, ça c'est particulièrement important. Il faut vraiment que l'architecture soit très robuste, hein, pour des raisons évidentes, mais ça je vais le répéter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez toute votre entreprise, toute votre production qui passe par le VPN, par le concentrateur, si jamais ça tombe, eh bien il n'y a plus de production. Donc il faut un serveur de secours, de la haute disponibilité active-passif, un partage de charge pour les VPN, parce que si vous avez beaucoup d'utilisateurs, et puis un partage de charge pour le DNS. Le monitoring, donc c'est particulièrement important dans un contexte de production à distance. L'utilisateur a vraiment besoin d'un support rapide, efficace, proactif. Vous voyez, l'utilisateur doit se sentir un peu au rythme. C'est-à-dire que il faut vraiment que les problèmes soient traités rapidement. Parce que l'utilisateur se sent peut-être plus seul, plus dans son coin, donc il a vraiment besoin de pouvoir être proactif. Ça veut dire il faut utiliser des outils comme VPN Dashboard, le login, le SNMP évidemment, le CLI Monitoring, ça vous pouvez en avoir besoin, et puis Cisco Endpoint Security Analytics. Vous avez encore d'autres outils, mais vraiment il faut avoir une approche très proactive. Les recommandations. Donc le Dynamic Split Tunneling, ça permet d'isoler le trafic Internet, hein. Vous avez d'un côté le trafic qui va vers l'entreprise à travers le VPN et le trafic Internet qui peut passer par la connexion locale de l'utilisateur. Il faut de la qualité de service pour garantir la qualité sur la voix, les vidéos et puis les autres outils de collaboration. Il faut veiller à ce que tous les équipements soient à la bonne heure. Donc, protocole NTP, systématiquement, vous mettez le protocole NTP partout. C'est important pour plusieurs choses. Pour, par exemple, la création des certificats. C'est important aussi pour les logs. Dès l'instant que vous allez avoir des problèmes pour débugger, il faut que tout le monde soit à la même heure, sinon ça va devenir un enfer. Pour designer aussi l'architecture la plus robuste possible, il faut que géographiquement, les ASA soient pas au même endroit. C'est-à-dire que si vous avez un actif et un passif, il faut pas le mettre l'un sur l'autre dans la même baie. Parce que si jamais la baie tombe, s'il y a une coupure de courant locale ou ce genre de choses-là, et ben à ce moment-là, c'est tout qui part. Donc il faut que vous les mettiez en fait les plus loin possible, à une distance inférieure à 10 millisecondes. Et ça vous permet quand même de pouvoir mettre ça facilement dans deux bâtiments différents. Donc faites-le, ça vous évitera aussi des problèmes. Les clients, AnyConnect peut s'installer sur beaucoup de plateformes, Linux, Windows, macOS. Il peut aussi être utilisé sur des IP-phones Cisco, on verra un exemple, ou sur un client sur lequel il y a Jabber. Donc ça vous permettra de faire un Jabber à travers du VPN. Donc, la première, le premier type d'architecture qu'on verra, ce sera ASA et puis un client AnyConnect Cisco sur Linux. Ensuite, on verra l'intégration de l'IP-phone à travers un ASA et un iOS.
Et puis, pour aller vers voilà, le call manager ou un call manager express. Et puis l'intégration de Jabber. Donc, comment ça se passe hein, avec Jabber. Voilà, bah, c'est la première question. Donc, Jimena, c'est à toi. Oui, merci. Alors, tout le monde, on va ouvrir sur le panneau de sondage la première polling question. Alors, voici. Aïe, attendez. Tout. Oh, zut. Le sondage. Attendez, parce que il y a le message de Gabriella qui bloque. Ah, je peux pas ouvrir. Je peux Ok. te dire. Non. Voilà. Ok. Voilà. Alors, vous avez quel est le type de VPN Cisco le plus adapté à un travailleur? Option 1, IPsec VPN. Option B, AnyConnect VPN. Option C, V3, V3PN. Alors, vous pouvez choisir la réponse plus convenable sur le panneau de sondage. On vous laisse quelques instants. Il manque encore 20 personnes de répondre. Allez vite. Résultat du sondage. Nous avons 72% qui ont répondu option B. AnyConnect VPN, c'est la réponse correcte. 7% ont choisi IPsec VPN et puis 0% V3PN. D'accord? La plupart, ils ont répondu correctement. Merci. Et si tu veux reprendre la main, vas-y. Ok. Ok. Donc maintenant, on va voir l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va voir en fait une configuration typique de ASA. Hein. Donc, voilà, quelque chose de simple pour commencer. On a un tunnel VPN AnyConnect, un ASA, et comment ça se configure. Alors, la configuration, je la présente en mode CLI, hein, c'est-à-dire command inline. Pourquoi? Parce que c'est le type de configuration que je préfère. Je trouve que c'est plus pratique. Il y a tout un tas de qualités. Euh, Ça demande par contre, pour la configuration sur l'ASA, sur ce type de choses, ça demande d'éditer aussi des fichiers XML pour les profils. Bon. Alors, ce qu'il faut noter, donc, c'est que DTLS est optionnel. Il peut aussi se désescalader en TLS si nécessaire. Mais évidemment, comme vous l'avez compris, il vaut mieux qu'il y ait du DTLS. Alors, un tunnel TLS est maintenu en parallèle avec DTLS pour conserver tout ce qui est l'équipe live et et faire le mode secours. S'il y a un firewall entre le client et AnyConnect et l'ASA, il doit permettre le passage de TCP et de UDP sur le port 443 pour que des TLS puissent fonctionner. Les certificats. Donc les clients doivent faire confiance aux certificats de l'ASA, au choix. Ça peut être une autorité publique de certification, une autorité de certificat de l'entreprise ou en mode self-sign. Le FQDN doit être dans le champ subject du certificat. Le mode nominal secours, donc c'est ce qu'on avait vu lors de la présentation de l'architecture. Donc ça utilise le mécanisme de l'ASA. Donc ça apparaît comme un ASA, il partage la même adresse IP et les mêmes MAC adresses. Les changements de configuration sont répliqués avec les certificats. Par contre, ne sont pas répliqués AnyConnect Image et AnyConnect Profile. Les sessions VPN, donc tout ce qui est l'aspect dynamique, sont répliquées, donc la bascule en cas de problème, elle est sans impact. Mais comme on avait vu, ça nécessite une couche 2 entre les deux ASA. Donc le phasing. Alors, bon, je vous ai mis le phasing comme un petit guide. On va passer directement à la configuration. Alors, donc la configuration de l'ASA pour un client, pour un déploiement par le web. Donc on définit d'abord les connexions de profil qui caractérisent
le tunnel VPN. Donc là, par exemple, on va créer tunnel groupe télétravailleur. On définit les politiques de groupe policy, donc on va voir le marketing. Et puis, euh, au bas de la pyramide, on va définir les noms pour les utilisateurs. Donc, par exemple, l'utilisateur GG avec le password simple. Toujours pour la configuration de l'ASA, et alors il va falloir avoir téléchargé par FTP le package qui va bien. Donc on va voir ensuite un exemple hein, avec un ordinateur à base de Linux. Donc il va falloir prévoir dans l'ASA en fait le package de Linux. On voit aussi que on va avoir besoin de créer un range d'adresses qui vont être attribuées aux clients qui vont venir se connecter. C'est-à-dire qu'un client se connecte, l'ASA par le VPN, hop, lui donne une adresse IP qui va être dans le range qui est indiqué ici. Vous allez aussi pouvoir fournir une access list qu'on va appeler la split range. Et on va voir plus tard que ça va permettre de dire, ben voilà, pour tel range d'adresse, en fait, je passe par le VPN pour aller dans l'entreprise et tout le reste va vers Internet. Donc, les attributs de connexion qui vont permettre de choisir à quel groupe va s'appliquer, c'est soit l'URL, soit le choix du groupe par l'utilisateur avec un petit menu déroulant, soit un certificat préchargé dans le client. Donc là, ici, bon, on définit un groupe policy marketing avec un certain nombre de paramètres. Euh, Accessoirement, vous voyez, split tunnel network list value. Et là, vous avez le split range qui est en fait le 10.0.0 qu'on a défini plus haut. Vous définissez aussi les paramètres de tunnel. Donc ça se fait avec, vous voyez, l'adresse pool. Donc on avait défini un range d'adresses IP qui va être attribué par le VPN à chaque client qui vienne se connecter. Donc c'est écrit là-dedans. Et donc le client va faire partie de marketing. Par défaut, le client n'est pas désinstallé après une fin de communication, mais c'est possible de forcer la désinstallation. Pour ça, il faut passer la commande anyconnect keep installer none. La configuration du DTLS. Donc, par défaut, elle est autorisée quand l'accès SSL VPN est autorisé sur l'interface. Si le DTLS est dévalidé et les connexions SSL VPN se connectent, elle se connecte seulement avec un tunnel SSL VPN. Mais pour cela, Deadpeer Detection doit être validé. Donc on voit qu'il faut modifier un peu il faut positionner les numéros de port, donc DTLS port 556. Et puis, quand on arrive dans le groupe marketing, on peut demander à ce que le DTLS soit autorisé et éventuellement utiliser certains types de compression. Donc tout ça, c'est la configuration globale. Là, on est en train de voir un peu tout ce qui peut être configuré. Et puis, pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs, euh, au niveau de l'ASA, quand l'utilisateur va se connecter, on va lui demander s'il veut télécharger le client qui va s'exécuter sur sa machine. Donc, il y a un pop-up qui apparaît. Et là, pendant 10 secondes, vous voyez, 10 secondes avant action par défaut. Donc, l'action par défaut, c'est le téléchargement du client. Il a le choix, soit accélérer en cliquant sur Start Now, soit sur Cancel. Autoriser le téléchargement des profils. Donc, c'est possible de travailler avec les profils. Généralement, vous allez les éditer avec ASDM. Mais si vous voulez tout faire au clavier, par exemple avec VI ou ce genre de choses-là, c'est possible de créer et d'utiliser et de modifier les fichiers XML. Bon. Donc voilà, ces fichiers XML,
marketing.xml, vous allez pouvoir les mettre à l'intérieur des profils, hein. Et voilà. Donc, vous avez la possibilité de modifier des paramètres et de créer des paramètres. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit on a deux phases. On a par exemple l'attribut deferred update allowed avec une description donc, qui est définie. Et puis ensuite, on lui attribue une valeur deferred update dismiss timeout. Voyez. Et ensuite, quand on va arriver dans le groupe marketing, on va pouvoir donner à cette variable, on va pouvoir lui donner la value 10, la valeur de 10. Voilà. Autoriser la conservation de DSCP, donc ça c'est particulièrement important quand on est dans des problématiques de voix ou de vidéo. On a besoin vraiment du champ de qualité de service DSCP. Mais ça fonctionne, enfin c'est donné pour Windows ou pour les plateformes Apple. Donc c'est un truc à retenir. Donc là, il suffit de passer la commande DSCP préservation allowed true. Autoriser des fonctions additionnelles. Donc ça, vous voyez, c'est assez générique en fait. C'est any connect module none ou value. Vous pouvez donc toujours dans les généralités, un peu de configuration, hein. C'est la traduction des messages pour les utilisateurs. Donc ça peut être nécessaire de changer un peu certains messages. Donc c'est un peu long à traiter, mais par contre vous pouvez vous rapporter au CLI Book 3, Cisco ASA Series VPN Configuration Guide, etc. Donc vous voyez, en fait vous avez trois livres. Donc vous avez CLI Book 1, CLI Book 2, CLI Book 3. Et c'est bien si vous pouvez aller consulter ces livres parce que vous allez avoir beaucoup plus d'options que je vous en donne là, hein. Là, c'est juste vraiment pour survoler le truc et pour vous donner un peu une idée des possibilités. Et si vous allez lire ces livres, vous allez vraiment voir un peu toute la richesse des options. Donc, par exemple, pour traiter de la traduction des langages, en fait, ce sont des tables qui sont téléchargées, donc que vous pouvez importer ou que vous pouvez exporter et vous pouvez les modifier. Donc, vous voyez, tout en bas, vous avez la possibilité d'importer dans l'ASA une table dans le langage qui va être espagnol US et qui va aller chercher sur le serveur en question. La configuration des fonctionnalités avancées, donc vous avez la configuration par exemple Dead Peer Detection, donc ça va être fait dans un groupe policy, par exemple ici le groupe policy marketing, et vous allez avoir le Dead Peer Detection intervalle pour une gateway, ça va être 30 et pour le client 10. Donc ça permet en fait de savoir si si le voisin avec qui on discute est toujours vivant ou s'il répond plus du tout. Une autre chose très importante dans les VPN, tout ce qui est ce type de connexion distance, c'est de tenir compte absolument du MTU. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de la partie MTU. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus sur un réseau Ethernet où on a 1500 octets de MTU. On en a beaucoup moins, vous voyez. Maximum, là, c'est 1406. Et plus on fait d'encapsulation, plus la taille de la donnée intéressante se réduit. Donc si vous avez des protocoles qui mettent le bit don't fragment à 1, donc ça veut dire qu'il est impossible de réduire la taille de paquet, et ben la communication elle passera pas. Et ça peut être ça peut provoquer des problèmes erratiques, parce qu'en fait ça peut passer sur certains paquets et pas sur d'autres, puisque ça dépend de leur taille. Donc pour débugger ce genre de situation, eh ben, la solution, c'est de faire des pings de différentes tailles, plus ou moins grandes, et de mettre le bit dans le fragment à 1 pour voir vraiment à combien est la MTU. Vous voyez que là,
pour le VPN, on a mis la MTU à 1200. La surveillance de AnyConnect, vous avez un certain nombre de fonctions, show VPN session DB, etc. Et puis pour terminer, la session d'un utilisateur en particulier, VPN DB logoff name et le nom de l'utilisateur. Voilà, donc Jimena pour le sondage 2. D'accord. Alors, en branle le sondage numéro 2. Voici. Alors, pour une question, c'est quel est le protocole de chiffrage le plus complexe à décrypter? Option A, c'est AES. L'option 2, c'est DES. Et l'option 3, c'est 3DES. OK, c'est fermé. Alors, nous avons les résultats. 67% a répondu option A, ce qui est correct, c'est AES. Ok, merci. Donc, on va poursuivre en voyant un exemple de mise en place avec Linux en fait. Donc, vous voyez, vous avez une architecture relativement simple. Linux, un client AnyConnect VPN et l'ASA. C'est tiré de... Donc, vous pouvez vous rapporter au document original qui va être Configure AnyConnect Secure Mobility Client for Linux using a Client Certificate Authentication on ASA. Pour ça, il faut que vous alliez voir sur le site de Cisco. Donc, comment ça se passe? Tout d'abord, on fait l'installation du client sur Linux de manière assez classique, hein. On décompacte, désarchive le fichier qui va aller dans VPN, dans le répertoire VPN, et puis ensuite on lance VPN install SH, pardon. Ensuite, donc on fait la création, par exemple, on fait la création du certificat sur Linux. Là, on va donc, vous voyez, le générer. Et puis, une fois que le certificat a été généré, on récupère le certificat pour l'utilisateur. Donc, le certificat pour l'utilisateur, on crée un fichier PEM dans Home, utilisateur, certificate client, en créant le fichier, touchmyclient.pem, et on copie le certificat en base 64 qui est remis par l'autorité de certification dans le fichier PEM. On place aussi le certificat dans le répertoire indiqué ici, certificate CA. Au niveau de l'ASA, donc l'ASA, hein, vous avez deux interfaces de base, outside et inside. Pour ce qui va être de l'interface outside, security level 0, IP adresse. Pour l'interface inside, vous avez sécurité level 100 avec l'IP adresse qui va bien. Et puis, donc vous avez un certain les fichiers et les routes qui vont vers l'extérieur, vers Internet, hein. Ensuite, il y a, je reprends en fait les deux, je reprends la configuration qu'on avait vue auparavant. Donc on va déclarer un pool d'adresses. C'est ce qui va être donné, je rappelle, au client quand il va venir se connecter par VPN. On va lui attribuer une adresse IP qui va être pris dans ce range-là. Et puis, on va aussi avoir un range, split range, qui va lui dire, voilà, moi, ce qui va passer par le VPN, c'est ce qui doit aller sur le réseau 20.0.0, etc. Et tout le reste, ça doit aller vers Internet. Donc, ensuite, on installe le trust point, un trust point. Donc, voilà. Après, donc toujours sur l'ASA, on met en place, comme on l'avait vu, le package Linux pour pouvoir recevoir AnyConnect. Voilà.
Et puis, donc, on reprend ce que je vous avais montré précédemment, c'est-à-dire que on a des attributs de connexion qui permettent de choisir à quel groupe va appartenir l'utilisateur. Donc là, par exemple, ça va être le groupe marketing. Alors ça se fait selon une URL, le choix du groupe, ou alors par un certificat préchargé. Donc là, on peut voir, comme on avait vu, par exemple, on va attribuer comme serveur DNS la value 8888, par exemple. Et puis, voilà. Ensuite, une fois qu'on a déclaré la police, euh, la, la politique de groupe, à ce moment-là, on va déclarer le groupe on va déclarer euh, toutes les paramètres pour le tunnel. Donc là, il va s'appeler télétravailleur, auquel on va attribuer le range d'adresse IP qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui vont être attribués à chaque client et qui va appartenir au groupe marketing. Donc on voit bien que on fait une liaison en fait entre marketing et puis les adresses VPN qui vont être envoyées vers le client. Ensuite, ok. Donc les certificats peuvent être générés sur l'ASA. On va générer un certificat auto-signé sur l'ASA en faisant assez classiquement la création de la paire de clés RSA. Je vous rappelle brièvement, il faut une clé publique et une clé privée. Donc vous avez une clé publique qui va rester, qui va aller sur le client et une clé privée qui va rester sur le serveur. Donc ça permet comme ça au client de pouvoir crypter ses communications, de les envoyer vers le serveur, en l'occurrence vers le concentrateur VPN, et le concentrateur VPN, lui, peut décrypter peut décrypter la communication. Donc pour ça, on fait la création d'un trust point sur lequel on va mettre en place la paire de clés qui a été créée. Vous voyez, SSL key. Si vous voulez remettre à zéro les clés, vous utilisez la commande crypto-key zeroize RSA. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça sur l'ASA, il faut aussi faire une request du certificat. Et puis, le, une fois que vous avez récupéré le CSR, à ce moment-là, vous l'envoyez à l'autorité de certification. Bon, c'est à toi, Joanna. Alors, on reprend là les polling questions. Nous avons un troisième sondage. Et cette fois-ci, c'est quel IPphone Cisco supporte le VPN? Alors, cette question, elle est un peu spéciale. Elle a deux réponses correctes. Option A, c'est 8900. Option B, 7861. Option C, 9971. Alors, bon, j'espère que vous allez choisir les deux bonnes réponses. Et puis, c'est parti. Et puis, voilà. Alors, nous avons les options, bon, les résultats. Alors, 44% ont répondu option A, 8900, ce qui est correct. 34% ont répondu 7861. Attention, ce modèle-là n'est pas le bon. Et puis, 61% ont choisi l'option C, 2971. C'est correct. Merci beaucoup. Et puis, ceux qui n'ont pas répondu, vous avez eu tort. Alors, mais je te laisse la main pour continuer la présentation. Merci. D'accord. Ok. Donc maintenant, je vois le temps un peu, je pense c'est à peu près correct, hein. Donc on va aller dans la partie collaboration. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu un peu les principes de configuration de tout ce qui est ASA
au sujet de AnyConnect VPN. Et maintenant, on va voir vraiment la partie plus avec les téléphones et ce genre d'équipement. Donc, le sujet, c'est que le transit de la voix et de la vidéo à travers un VPN ou un tunnel n'est pas anodin. En effet, il y a un ralentissement de la vitesse de propagation. Par exemple, quand vous devez crypter les informations ou que vous rajoutez des équipements réseau, ben, nécessairement vous rajoutez des millisecondes, hein. Et vous multipliez aussi les points de rupture de la QoS. C'est-à-dire, par exemple, comme on en a parlé, le marquage des SCP n'est pas toujours correct. Donc c'est quelque chose, il faut bien prendre en compte tous ces aspects-là. Là, souvent quand on a une infrastructure qui est composée comme ça un peu de, bah, vous avez généralement hein, dans une entreprise vous avez un LAN avec un contrôleur Wi-Fi et puis vous avez des AP Wi-Fi qui sont un peu à droite à gauche avec des gens qui sont avec des solutions voix sur PC par exemple. Ou alors, parallèlement, vous avez aussi des gens qui sont connectés en VPN de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, une infrastructure Wi-Fi, une infrastructure, ils ont un routeur Wi-Fi, ou bien ils sont même reliés directement, câblés sur leur box. Mais il y a un passage par le VPN, et ce passage par le VPN est très perturbant. C'est-à-dire que généralement, maintenant, vous avez une partie Wi-Fi et une partie VPN. Donc ça complexifie beaucoup les choses. Ça veut dire, si vous voulez garder une qualité de son, parce que ça c'est vraiment le plus important hein, quand on communique avec d'autres, ce qui est vraiment le plus important, au-delà de la vidéo par exemple, c'est vraiment que le son soit correct. Vous avez besoin d'une très grande qualité. Donc il faut vraiment soigner l'aspect qualité de service. Donc c'est pour ça. Je vous dis de regarder le chapitre 2 de V3PN Solution Overview on Best Practices, General Best Practice Guideline. C'est toutes les recommandations pour le trafic Voice over IP et la vidéo sur le VPN. Donc, ah, il y a un cercle rouge qui tombe. L'architecture avec CME, donc Call Manager Express sur l'iOS et ASA. Alors, là encore, hein, je vous donne les documents de référence pour que vous puissiez jeter un coup d'œil dessus. Vous avez le Call Manager Express, le système administrateur guide, et en particulier, vous avez un chapitre SSL VPN client for SCCP IP phone. Alors, je vous rappelle peut-être pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans le domaine de la collaboration, vous avez en gros, vous avez quand vous avez un téléphone, vous avez plusieurs types de protocoles. Vous avez ce qui permet de transférer la voix. Donc là, on va être dans les protocoles real-time, du style RTP ou ce genre de choses-là. Donc c'est tout ce qui va transmettre la voix digitalisée. Donc généralement, ça se fait de endpoint à endpoint, donc de téléphone à téléphone. Vous voyez là, comme par exemple, on pourrait imaginer très bien VPN phone du haut à VPN phone du bas, on va avoir une transmission directe. Donc ça, c'est le premier type de trafic. On va aussi avoir un deuxième type de trafic, ça va être la signalisation. Donc la signalisation, c'est assez large, hein. Historiquement, vous avez MGCP, si mes souvenirs sont exacts, H323, et puis SIP évidemment, puisque c'est maintenant celui qui est utilisé partout. Mais vous avez historiquement le protocole SCCP qu'on appelle aussi Skinny, qui est le protocole de signalisation qui permet de gérer les IP phones Cisco. C'est pas propre aux téléphones Cisco en VPN, c'est pour les téléphones Cisco en général. Ils sont proposés en deux
avec deux protocoles de signalisation, soit SIP, soit SCCP. Donc là, on utilise des téléphones SCCP. Alors, si je précise ça, c'est parce que chez Cisco, en fait, vous avez deux types de firmware pour téléphone. Vous avez un firmware SCCP et un firmware SIP. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, c'est avec le firmware SCCP. Alors, comme référence, pour ce qui concerne la partie iOS, vous pouvez aussi voir toutes les commandes dans le command reference guide pour la version 14. Et puis aussi, bon, l'administrateur guide, il a été modifié très récemment. Les prérequis. Donc les prérequis, de manière générale, un Call Manager Express 8.5 minimum, une licence Security K9 pour ISR, et puis un NTP joignable. N'oubliez pas, hein, NTP, c'est un protocole très important, vous pouvez le coller partout. Et puis un IP-phone Cisco SCCP 79XX. Et puis donc un ASA, la partie matérielle, le package AnyConnect-Win. Donc vous voyez, hein, c'est un peu comme Windows. Donc ça va être pour le téléphone. Et puis les licences qui vont bien pour AnyConnect, pour Cisco VPN Phone. Donc comment ça se passe? Alors, donc je vous rappelle, on a un téléphone qui émet de la voix, hein, qui transfère de la voix de manière digitale, mais aussi on a un protocole de signalisation. Et ce protocole de signalisation, à quoi il sert? En gros, hein, vraiment en très gros, il sert à, quand vous rentrez votre numéro de téléphone sur le clavier, à envoyer ce numéro de téléphone vers une base de données. Cette base de données va mettre en correspondance le numéro de téléphone avec une adresse IP et renvoyer l'adresse IP pour que vous sachiez à quelle adresse vous allez envoyer vos paquets de voix. Et il va prévenir aussi, accessoirement, l'autre endpoint, l'autre téléphone, comme quoi vous voulez faire la communication. Et comme ça, il va y avoir à ce moment-là l'échange d'adresse IP. Donc ensuite, les deux téléphones vont pouvoir se parler en direct, sans passer, enfin, en gros, hein, je grossis toujours, en gros, sans passer par le site central. Donc là, qu'est-ce qu'on définit en fait sur cette config? Ben, en fait, on définit euh, la partie signalisation. Donc cette fameuse base de données, elle est là. Vous voyez, ça va être téléphonie service. Vous avez trois lignes qui sont nécessaires pour que ça marche de base. Donc max iPhone, max DN et puis IP source adresse. Accessoirement, vous voyez le port c'est 2000, ça veut dire c'est le port de SCCP. On va loader les firmware en fonction du type de téléphone. Donc ça c'est une chose. Après, vous allez, donc vous voyez sur la droite, vous voyez, il y a marqué iPhone 3. Donc iPhone, vous allez déclarer le téléphone. Il a une adresse MAC. Elle est différente de ça, mais j'ai mis une adresse MAC un peu bidon. Le type de téléphone, là en 7942. Et puis vous allez avoir bouton 1, 2.3. Donc 1, ça va être le premier bouton. Ça va être en fait la première ligne. Et vous allez l'associer avec la ligne, enfin avec l'iPhone DN, on va dire la ligne numéro 3. Et à cette ligne numéro 3, vous allez associer le nombre 3000, de sorte que quand on va vouloir téléphoner sur le poste 3000, au numéro de téléphone 3000 local, interne à l'entreprise, eh ben, on va tomber sur iPhone DN3, sur cette ligne-là. Et puis, c'est ce qui fait que le bouton va s'allumer, va sonner, et vous allez appuyer dessus, vous allez prendre la conversation. Donc voilà, ça c'est la manière simple dont marche le Call Manager Express. C'est un IPBX très simple. On verra après un PABX, un IPBX beaucoup plus compliqué, le CUCM. Je rentrerai pas dans le détail de la configuration, mais ça c'est ce qui va servir pour les succursales ou pour les PME.
Sur le CME, en fait, le CME, il est logé dans un routeur, dans un routeur Cisco. Donc, il a un iOS et il va pouvoir servir de serveur de certificat. Donc, vous allez pouvoir créer deux trust points, un trust point qui va servir pour l'ASA et un autre trust point qui va servir pour le CME. La configuration de l'ASA, donc sur l'ASA, vous allez créer un trust point et puis vous allez obtenir le certificat à partir du CME. Donc là, c'est marqué la manière dont ça doit être configuré. Et puis, bah, vous pouvez vérifier ça en faisant show crypto CA certificate. Alors, ensuite, vous allez configurer les paramètres SSL. Donc voilà. Et puis, vous allez interdire le NAT par le VPN. Donc, pour pas qu'il y ait de NAT. Voilà. Donc, ça, c'est toujours sur l'ASA. La config de base. Alors, la config de base, on va reprendre le package, vous voyez, AnyConnect Win pour les téléphones. On va avoir la plage d'adresse IP qui va être attribuée au téléphone. Parce que, en fait, le but, c'est que le téléphone se connecte par le VPN sur l'infrastructure sans passer par un ordinateur. C'est-à-dire, il est vraiment tout seul, vous avez un routeur et il y a le VPN jusqu'à l'ASA qui se trouve dans le site central. Donc vous allez définir la politique de groupe, hein, et puis donc vous voyez là vous allez attribuer cette fameuse les adresses euh, aux téléphones qui vont venir se connecter. On utilise des TLS bien sûr. Et puis, vous allez configurer le tunnel SSN VPN avec bah, les différents paramètres comme c'est indiqué ici. Ensuite, donc, il va falloir toujours sur l'ASA que vous configuriez la base de données utilisateur. Voilà, avec les informations. Et puis que vous, à la fin, vous autorisiez le trafic média inter-ASA. Donc, Same Security Traffic Permit Inter-Interface. C'est pas terminé pour la configuration du CME, ça veut dire que on a vu qu'on avait configuré la partie IPBX du Call Manager Express, mais il va falloir aussi configurer la partie VPN. Donc là, on utilise Voice Service VoIP, vous voyez, VPN Group 1. Et puis, donc ça va être attribué. On va attribuer ça au téléphone. Donc, on s'assure d'abord que le, la base de données des téléphones est bien correcte. En allant dans le téléphone service, on fait create file pour être sûr que tout est bien configuré correctement. Ensuite, on va dans le téléphone, dans le iPhone 3, et puis on déclare groupe VPN groupe 1, VPN profile 1. Donc ça permet de faire la liaison en fait entre le VPN et le téléphone. Ce qui reste à faire, c'est la configuration du téléphone. Donc là, vous allez configurer dans la partie FTP le serveur. Et puis ensuite, il va falloir que vous configuriez aussi l'utilisation du VPN. Donc là, vous allez devoir faire autoriser le VPN. Et puis aussi rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pour faire en sorte que le téléphone puisse s'enregistrer avec le Call Manager Express. Voilà. D'accord, nous allons sur la quatrième
sondage ou polling question, et on va l'ouvrir. Alors, vous avez là 4 options de réponse. La question est: que signifie la termination de fichier .pem? Alors, c'est Pre-encrypted Mail, c'est l'option A. Pre-enabling Mail, option B. Private Encrypted Mail, option C. Et Private Enhanced Mail, option D. Voyons voir quelle est la réponse la plus choisie. Alain, Oui, quelle est la réponse correcte? c'est le dernier, Private Enhanced Mail. Ok, bah écoute, 36% ont répondu à l'option C et seulement 23% ont choisi l'option D. Alors, Ouais, la bonne l'option D, réponse c'est la était, bonne option. oui, c'est Private Enhanced Mail pour l'option, pour la signification de la termination du fichier .pem. Ok, bah écoutez, je laisse continuer Alain pour poursuivre. On est déjà sur la dernière partie. On va essayer de répondre aux quelques questions que vous nous avez déjà posées sur le panneau de questions et réponses. Si on n'a pas le temps, on vous partagera le lien pour aller chercher les réponses d'Alain après cet événement. Et de toute manière, je suis ici à côté de vous. Merci Alain. Ok, merci. Merci Rimena. Donc ensuite, ce qu'on va voir, alors donc il reste à voir l'architecture basée sur CUCM, donc sur le call manager, hein. Ça, il y a un truc par contre, je sais pas, je connais pas le pourcentage des gens qui sont plutôt collaboration et ceux qui sont plutôt sécurité dans ceux qui écoutent aujourd'hui. Mais bon, si ça serait peut-être intéressant. Donc, en fait, le CUCM, donc on peut travailler avec deux types de terminaison du VPN, hein. C'est-à-dire que le téléphone, il va se terminer sur soit sur un concentrateur VPN iOS, soit sur un concentrateur VPN ASA. Donc là, on va avoir, il faut regarder dans Feature Configuration Guide for CUCM VPN Client. Là encore, vous allez trouver vraiment tous les détails de la mise en place. Moi, je vous fais un survol, bon, un survol technique, mais un survol quand même, de manière à ce que vous puissiez avoir un peu une idée de l'architecture de la mise en place. Donc, les prérequis. Alors, on va commencer par l'iOS sur les routeurs, et puis ensuite on fera pour l'ASA. Donc, minimum, il faut un iOS 15.1 la licence, ça doit être Universal Data en sécurité et UC, c'est-à-dire Unified Communication. Pour iOS, donc ISR G2 en ISR G3. Voilà. Euh, on doit donc pour la partie VPN sur ASA, il faut un software minimum version 8.04 compatible ASDM. Donc j'ai pas fait une présentation de ASDM, mais il faut savoir que c'est la partie web qui permet de configurer, de gérer un peu les VPN sur l'ASA et ça peut être plus les gens peuvent préférer ça aux commandes en ligne. Et puis les licences ASA, donc AnyConnect pour Cisco VPN Phone. Alors, avec le CUCM, donc on va générer et enregistrer le certificat KPF pour authentifier le téléphone IP avec un LC. Donc pour ça, il faut aller dans les menus. J'ai des captures d'écran pour le reste, hein, mais peut-être pas pour tout, au départ en particulier. Donc vous allez dans OS Administration, Security, Certificate Management, et là vous pouvez récupérer Cisco Manufacturing CA en CAPF Certificate.
Il faut télécharger le fichier PEM et le sauver comme un fichier TXT. Donc après, vous allez coller le certificat en base 64 et puis faire pareil pour tous les certificats. Donc il faut d'abord gérer l'aspect certificat sur le CUCM. Vous allez mettre en place les clés et puis le trust point sur le routeur iOS, hein, je vous rappelle, c'est le routeur iOS dans la première architecture qui va faire c'est le routeur iOS qui va faire le VPN concentrateur. Donc vous allez pouvoir mettre tout ce qui est les certificats et les clés là-dessus. Et puis vous devez installer comme ce qu'on avait vu pour comme ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire que vous allez devoir utiliser le package AnyConnect Win, mais cette fois-ci, il va être installé sur le routeur. Ensuite, pour utiliser le téléphone avec les deux certificats et l'authentification par mot de passe, il faut créer un utilisateur avec l'adresse MAC du téléphone. Vous voyez, vous avez le type du téléphone, hein, 7975G, son adresse MAC classique de téléphone Cisco, SEP, etc. Password, et vous avez le mot de passe derrière. Donc, je reprends pas en fait toute la configuration qu'on a vue sur l'iOS, puisqu'on l'a vu en fait précédemment. Donc maintenant, pour la configuration de l'ASA, les prérequis, donc ça on a vu la version logicielle, hein, 8.04 ou plus tard. Il faut installer un package AnyConnect et activer la licence. Là aussi, je vous demande d'aller voir sur le document que je vous avais indiqué en début. Vous allez pouvoir avoir toute la partie certificat. Bon, je vais pas non plus la refaire. Donc, il faut enregistrer le certificat prévu vers le CUCM. Et puis, donc, il faut exporter euh, le certificat de l'ASA et le mettre dans un fichier PEM pour le télécharger sur le CUCM. Euh, pour définir le téléphone, hein, pour qu'il puisse avoir la bonne politique de groupe, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, eh ben, il faut définir son nom d'utilisateur, pareil, un type de téléphone, adresse MAC, SEP, etc. Euh, le mot de passe pour le mot de passe pour comment ça s'appelle? Pour l'authentification. Et puis ensuite, vous lui attribuez, donc vous voyez, VPN Group Policy, groupe Fund VPN, vous lui attribuez euh, le, le groupe avec toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment. Vous savez, quand on a déclaré ça sur l'ASA tout au départ, là, comment on déclare les politiques de groupe, bah, vous allez pouvoir l'attribuer comme ça à votre téléphone. Donc, comment se fait le chargement d'un certificat sur le CUCM? Donc, Call Manager, c'est un peu ancien. Donc depuis l'iOS management du CUCM, vous avez plusieurs petits, vous avez le CUCM management et puis l'OS management, etc. Vous allez dans Security, Certificate Management. Il faut cliquer sur Upload Certificate. Puis vous voyez, là, vous cliquez euh, sur Certificate Purpose et vous allez choisir Fund VPN Trust, hein, et non pas Call Manager Trust. Vous allez choisir le fichier de certificat et vous cliquez sur Upload, ce qui va vous permettre de charger le certificat. Sinon, donc,
la configuration de la passerelle VPN. Donc, depuis, là, pour le coup, c'est l'administration classique du CUCM, hein. Donc, vous revenez dans l'administration du CUCM, vous allez dans Advanced Feature, VPN, VPN Gateway, vous allez cliquer sur Add New, Copy, et puis ensuite, bah, il suffit de configurer la gateway avec les bons paramètres, et en particulier la VPN Gateway URL, les certificats, vous cliquez sur Save, et vous avez défini votre gateway. Vous avez la possibilité de définir un groupe VPN. Donc là, vous, toujours dans la partie administration du CSM, Advanced Feature, VPN, VPN Group. Vous cliquez sur Add New, Copy, et puis vous configurez donc le nom, la description, et puis les passerelles VPN disponibles. Vous voyez dans le menu que vous avez ici en bas. Pour la partie, VPN Profile, pareil, vous avez un menu toujours dans Advanced Feature VPN. Cliquez sur Add New, Copy, etc. Et puis là, vous avez tout un tas de paramètres que vous positionnez. Donc, vous voyez, le fameux MTU, faites très attention à ce paramètre-là, il est vraiment important. Le Fail to Connect, et puis la méthode d'identification, là en l'occurrence user password. Alors, une fois que vous avez défini toutes ces informations, il faut que vous ajoutiez les détails du VPN sur le profil commun du téléphone. Donc là, vous allez dans Device, Device Setting, Common Phone Profile, vous cliquez sur Find, vous choisissez le profil, et puis dans la section tout en bas, VPN Information, vous avez VPN Group, VPN Profile, vous cliquez sur Save, Apply Config, et voilà. Donc, bah, nous voilà dans la cinquième question. Et Raymond. oui, nous avons une toute dernière question. Et puis voilà, c'est simple. Est-ce que peut-on utiliser une AnyConnect avec le CUCM en mode non sécurisé? Alors vous avez deux choix. Oui ou non. Allez, c'est parti. C'est très facile. Je pense que tous, vous avez une idée, peut-être pas. Ah non. Ah ouais, ça, bon, il faut connaître, enfin, il faut Attends, connaître un peu la c'est quoi le collaboration, quoi. MPU? Qu'est-ce que c'est que le MTU? Oui, pourquoi c'est important de paramétrer ça? Alors, le MTU, euh, c'est le MTU, en fait, ça donne la taille de paquet maximum ou la taille de trame euh, qui va circuler sur le réseau. Donc, vous pouvez dire, par exemple, voilà, j'ai une trame sur mon réseau local, chez vous, vous avez un réseau Ethernet, la MTU, ça va être de 1500. Ça veut dire les paquets que vous allez envoyer sur votre réseau, maximum, les trames, c'est maximum 1500 octets. D'accord? Par contre, si vous passez par, je sais pas, une liaison ADSL, par exemple, et que l'opérateur diminue cette taille, il va dire par exemple, je prends n'importe quoi, mais il va par exemple dire, voilà, la MTU c'est 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paquets qui passeront par cette liaison ne pourront pas avoir une taille supérieure à 500 octets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand votre routeur va recevoir votre paquet à 1000 octets, à 1500 octets, il va être obligé de le découper en trois morceaux, d'envoyer le premier sur la liaison, puis le deuxième, puis le troisième. Comme ça, il va envoyer 3 fois 500 octets et ça va pouvoir passer. Parce que, parce que si vous voulez, c'est historiquement, c'est un impact, on va dire, technique, c'est-à-dire c'est dû à la technologie. C'est-à-dire que il se trouve que sur certains
certaines liaisons de télécommunications, on ne pouvait pas envoyer plus de 500 octets. Alors que sur un réseau Ethernet, on ne peut pas envoyer plus de 1500 octets, par exemple, en même temps. Donc, seulement, il y a une petite astuce là-dedans. C'est que si vous prenez, par exemple, des applications de sécurité, vous vous retrouvez, pour éviter qu'il y ait des petits malins qui trafiquent les paquets, vous vous retrouvez avec un bit qu'on appelle le bit don't fragment en anglais, c'est-à-dire ne pas fragmenter, donc ne pas couper. Et, et pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'il y ait qu'on essaye de bidouiller les paquets et de pirater la communication. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cas où j'étais avant? J'envoie un paquet de 1500. Et puis, le routeur voit que bah, sa liaison, elle peut pas supporter plus de 500. Donc, mais le bit don't fragment est à 1. Et là, il va rien pouvoir faire. Il va dire, ah bah, je suis désolé, il y a marqué je peux pas fragmenter, donc je peux pas fragmenter. J'envoie un message à l'ordinateur qui a envoyé le paquet pour lui dire, écoute, ton paquet, il est trop long, moi, je peux pas le couper, donc débrouille-toi, mais je peux rien faire. Et la communication casse. Et ça peut le faire, où c'est vraiment très piégeux, c'est que ça peut le faire pour certains paquets et d'autres non. Par exemple, si vous avez un flux continu d'informations et puis que vos paquets sont tout le temps à 100 octets de long, mais que de temps en temps, il y en a un qui a, je sais pas, à 800 de long, eh ben, pareil, il passera pas les 500 et donc il sera rejeté. Donc vous pouvez avoir des erreurs aléatoires comme ça qui vont aller sur le réseau. Euh, Ok. voilà. Voilà quel est un peu l'impact du MTU. Et cet impact et le risque d'avoir des problèmes des MTU est d'autant plus grand qu'on rajoute, qu'on rajoute de l'entête, hein. C'est-à-dire que normalement c'est 1500, mais si vous encapsulez ça dans un VPN, bah, le VPN, il faut bien plus d'informations pour le gérer. Donc comme il y a Mhm. plus d'informations, on rajoute des entêtes. Donc ça c'est pris sur la longueur, sur les 1500. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à 1406, etc. Ok. Et, Je vois. et, et donc, si vous rajoutez par exemple un VPN dans un VPN, bah, vous allez vous retrouver à pouvoir ne transférer que, je sais pas, 1200 ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pour ça que les MTU, c'est pas, il faut y faire très attention, parce que c'est le genre d'erreur qui arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça peut vous pourrir la vie pendant des semaines ou longtemps. Vous Ok. savez pas d'où ça vient, c'est surtout ça qui est grave. Donc j'espère avoir répondu un peu. Ça, c'est un peu, disons, sur les risques du MTU et voilà, Non, mais c'est super important. Super important. Mais écoute, pour le sondage, alors, 19% ont répondu que oui et 52% ont répondu que non. Et moi, je sais que la réponse correcte était oui. oui, bah oui, oui, parce que parce qu'en fait le VPN se termine soit sur l'iOS, soit sur l'ASA, mais ça n'a rien à voir avec la sécurisation du CUCM. Les clusters de CUCM, sécurisés ou non sécurisés, ça a pas d'influence sur là-dessus, quoi. Ok. Ok, génial. Ah, je te laisse poursuivre. On est presque fini. On a encore 9 minutes, hein. 9 minutes. Oui. J'ai intérêt à... Oui, bah, oh. j'espère. On a le temps, Ok. je pense. Allez. Ok. Alors, polling question, sondage 5. Ça, on l'a fait. Donc, maintenant, on va terminer, effectivement, oui, ça devrait tenir. On va terminer avec Jabber. Hein, c'est-à-dire, Jabber, vous savez, c'est le client Cisco qui permet de faire de la messagerie instantanée. Donc, comme référence, vous pouvez consulter Cisco AnyConnect Deployment Guide for Cisco Jabber de octobre 2012. Et puis aussi On-Premise Deployment for Cisco. Vous voyez, vous avez tout un chapitre qui explique ça. Euh, mais vous avez beaucoup de choses qui sont assez spécifiques pour Apple, pour les smartphones iOS. Alors, le principe d'intégration de Jabber, euh, c'est c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve pour un ordinateur, puisqu'en fait Jabber c'est une application qui se trouve
c'est une application qui se trouve sur un PC ou sur un portable et qui va se connecter à travers un VPN, un AnyConnect VPN sur l'ASA. Après, voilà, le trafic qui passe à l'intérieur ne concerne pas la partie VPN, hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va surtout s'intéresser au déclenchement de la connexion du VPN avec Jabber. Donc, une fois le client AnyConnect installé, l'ASA doit lui envoyer son profil. Bon, par exemple, concentrateur VPN, etc. Le profil peut être défini classiquement sur un ASA en mode CLI ou SDM. Et surtout, il existe un mode de connexion automatique en arrière-plan. Euh, on a une fonction aussi de Trusted Network Connection qui permet la connexion automatique en fonction de la localisation. Donc tout ça, ça permet à l'utilisateur d'éviter d'avoir à faire trop de manipulations pour se connecter au VPN. Comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, on, euh, on va mettre en place ce qu'on appelle le VPN on demand avec une authentification basée sur le certificat. Donc ça, je vous demande de voir les documents Software Requirement et Cisco AnyConnect VPN Client Maintain on Operate Guide. Je suis désolé pour l'anglais. Et puis donc la procédure, c'est identifier l'URL qui va déclencher le VPN on demand. Configurer le CUCM pour l'accès à travers un nom de domaine, pas une adresse IP, il faut que ce soit un nom de domaine, et il ne faut pas qu'il y ait de résolution possible en dehors du firewall. Il faut inclure le nom de domaine dans la liste Connected if needed dans le client AnyConnect. Donc, si Always Connect, le paramètre on demande VPN URL devra être mis à un nom de domaine absolument inexistant. C'est important. Il faut inclure le nom de domaine dans la liste Connected if needed dans le client AnyConnect. L'URL doit être uniquement le nom de domaine. Et puis, faut que vous vérifiez bien que l'interrogation DNS verse pour ce domaine échoue. Donc, vous voyez, ça, c'est comme ça que ça se configure dans le CUCM hein, pour la partie on demand VPN URL. Vous allez dans le product, vous allez dans CUCM, User Product Specific Configuration Layout, et puis vous allez dans On Demand VPN URL, et là vous placez l'URL en question. Et puis vous sauvez la page. Et c'est terminé. Ok, bah, nous avons fini la présentation. C'est Mais, formidable. Oui, dis-moi, Anne. oui, je repensais à cette histoire de MTU. Même si vous avez des questions comme ça, il ne faut pas hésiter à les poser hein, sur les QNR et puis Ask Me Anything, ce genre de choses-là. C'est toujours intéressant d'y répondre, hein, de toute façon. Même Ah sur non, des choses simples, il y a beaucoup de choses à dire en fait. oui, non, non, nous avons déjà 3 questions de Philippe Smith au sujet de MTU. Alors, je ne sais pas si tu veux que je lise une de questions et puis euh, on répond par la suite aux autres a posteriori. Tu me Ouais, dis, ouais, oui, 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 oui. d'accord. Bah écoute, alors, question, est-ce que vous avez de la documentation sur la sécurité pour la collaboration? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Alors, euh, la collaboration, oui. C'est vrai que la sécurité la sécurité pour la collaboration, c'est un domaine très vaste. Euh, ça fait partie, effectivement, c'est un domaine qui est très intéressant parce que c'est assez complexe. Moi, il y avait un bouquin, il y a un bouquin. Bon, ça fait déjà un certain temps qu'il est sorti, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. Peut-être qu'il y a une mise à jour qui existe, je sais pas. Mais il s'appelle Securing Cisco IP Telephony Networks. Et à l'intérieur, donc c'est Cisco Press, hein. Il a été écrit par Akhil BI. Donc, et
moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur tout ce qui concerne la sécurisation, tout ce qui tourne autour du call manager. Et puis, vous avez aussi des choses sur la partie firewall. Donc, voilà, ça peut être un bouquin intéressant. C'est vrai que la partie, autant la partie, disons, classique de la collaboration, c'est-à-dire de la téléphonie IP, CUCM, etc., ça peut s'apprendre comme ça. Autant, franchement, pour la partie sécurité, je vous recommande vraiment chaudement de suivre une formation ou de lire une documentation ou un livre comme ça qui soit quelque chose de très, de bien hiérarchisé, en fait. Voilà. Ok. On a ici une deuxième question. Est-ce que vous avez des exemples pour le débogage du VPN AnyConnect? Le débugage du VPN AnyConnect, oui. Il me semble, il y a une doc de référence, vous devez la trouver d'ailleurs sur le, sur le site de Cisco. C'est en français. Euh, je crois que vous pouvez essayer le guide de dépannage AnyConnect VPN. Et peut-être pour trouver des informations intéressantes dessus. Donc, regardez sur le site de Cisco. Le site de Cisco est très bien fait, il y a vraiment énormément de choses, mais c'est vrai qu'il faut vraiment naviguer un peu, rechercher toutes ces documentations, les lire. euh, voilà. Ok, on va essayer de récupérer les liens de ces publications-là pour les partager Ah bah oui, oui, oui. avec toute l'audience et aussi une question sur Philippe que je voulais te poser. Alors, il demande est-ce que AnyConnect est supporté par Cisco Meraki? Euh, connais pas trop Cisco Meraki, mais il me semble que oui. D'accord? Sinon, Il me je peux semble, toujours demander. je vais vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Ouais. Euh, Sinon, on peut aussi, tu sais, Philippe, on peut aussi demander à Julien Rivier. C'est un de nos experts Cisco. Il a fait l'événement au mois de décembre dernier et c'était justement sur Meraki. Alors, si il y a déjà quelqu'un aussi qui dit que effectivement c'est possible. oui, c'est Et, possible. Oui, tout à ouais, fait, c'est supporté. oui, Assise Abdallaoui, il dit que oui, c'est supporté. Merci Assise pour ta participation. Ben, on a déjà leur Oui, vote, merci. alors c'est correct. Et puis, bon, ben, on a plein d'autres questions, mais vous savez, il est 9h31 au Mexique. Je pense que on a déjà dépassé d'une milliseconde, d'une mini-minute. Je vais clôturer l'événement euh, et on répondra toutes les autres questions euh, sur le, sur le petit forum que nous avons ouvert et puis sur les liens des Q&R, questions-réponses. Alors, j'avance sur la présentation. Attends, je reprends la balle parce que Oui, bien est-ce que tu sûr. peux faire avancer les slides, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Et bah oui, c'est justement ça. Nous allons avoir cette discussion, je l'ai ouverte ce matin, pour que vous puissiez poser des nouvelles questions. Si jamais vous n'avez pas en ce moment une idée précise, vous voulez en rajouter, bah, vous avez encore ce petit forum qui sera ouvert jusqu'au vendredi 14 mai, où Alain nous aidera à répondre des nouvelles questions. Et pour retrouver le chemin vers cette page-là, il y aura une bannière que je vais publier sur la page d'accueil de la communauté dans quelques instants. Et si on va sur le slide suivant, s'il te plaît, Alain. Euh, Oui.
Oui, juste pour vous dire que la communauté est disponible dans d'autres langues. Alors, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, le chinois et le japonais. Bientôt, nous aurons aussi le coréen. Et vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez toujours participer pour basculer d'une communauté à une autre. Vous allez sur le globe, l'icône du globe terrestre, et là, vous verrez, chaque communauté a ses propres événements. On n'a pas les mêmes événements forcément dans toutes les communautés, ce n'est pas pareil. Alors, les événements français, c'est exclusif pour nous, et vous êtes toujours les bienvenus. Et sur le suivant slide, s'il te plaît, nous avons aussi, Alain, Oui. les réseaux sociaux. Alors, notre présence sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram. Nous, normalement, on publie sur Facebook, Twitter et LinkedIn tous les événements. Vous verrez les annonces affichées quelques jours, voire une semaine en avance. Et vous pouvez les partager avec vos collègues, s'il vous plaît, invitez tout le monde. Et finalement, sur notre dernière slide, nous allons avoir le petit sondage. 5 questions de choix multiples pour qualifier ce webinaire. Envoyez vos commentaires, vos appréciations, mais aussi vos critiques. C'est super important. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? À vous de répondre. Et écoutez, au nom de la communauté, je remercie Alain Fort pour cette agréable séance et cette présentation sans aucun doute énormément utile pour nous tous. Et puis à tous nos invités, un grand merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir participé, posé autant de questions. Prenez soin de vous, de vos chers. Je vous embrasse très très fort. Et puis n'oubliez pas de répondre au sondage. On se retrouve à la prochaine. Allez, au revoir. Merci, Rémina. Merci. Au revoir, Antoine. Au revoir, tout le monde. Merci, Gabriella. Au revoir, Alain. Au revoir, Assis. Ciao, ciao. Merci, Stéphane.